Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'épisode 2 de cette série Histoire de patients du CIRIC Brio. C'est Bright Days qui nous permettent de faire le point sur le cancer colorectal. Et après avoir abordé l'épidémiologie, le dépistage, le diagnostic du cancer colorectal, on va aborder les phases thérapeutiques. Donc on est face maintenant à une situation où la maladie est en place et on va voir quels sont les concepts actuels de prise en charge de ces problématiques de cancer colorectal localisé ou métastatique. Alors je vais proposer à mes collaborateurs de se présenter. Majid. Majid Khatib, je suis chercheur à l'INSERM et on s'intéresse au développement de nouvelles cibles thérapeutiques, notamment pour le traitement du cancer. Et également, je suis ici en tant de poseur de questions pour les chirurgiens. Parfait. Donc Simon Pernaut, je suis gastro-entérologue et oncologue digestif à l'Institut Bergonié. Bonjour, Quentin Denos, je suis chirurgien digestif au Centre médico-chirurgical Magellan, au CHU de Bordeaux. Bonjour, Danielle Bardinet, je suis patiente. Je viens témoigner de mon cancer colorectal que j'ai eu en 2015, donc il y a quelques années. Parfait. Merci Daniel, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est extrêmement important pour nous d'avoir la parole d'un patient dans cette situation, qui est une situation difficile, taboue, et on n'avait pas trop l'habitude d'entendre parler effectivement les patients dans des réunions scientifiques. Daniel, si on reprend un petit peu votre histoire, 2015-2021, donc en 2015, vous êtes diagnostiqué un cancer colique avec la présence de métastases au foie. Tout à fait. Et vous avez donc bénéficié d'une approche intensive à visée curative, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on a pu faire disparaître totalement la maladie. Oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu les différentes séquences et comment vous les avez vécues? Des traitements? Oui. Alors, la première partie, ça a été un traitement par chimiothérapie, un protocole Folforinox. Puis j'ai eu une première intervention chirurgicale avec résection d'une partie du foie. Un mois après, j'ai eu une deuxième intervention chirurgicale avec résection de la partie du côlon qui était atteinte du cancer. Et rechimio, encore une fois, pour bien contenir tout ça. De bout en bout, on peut compter combien de temps de traitement? Je pense que ça devait faire à peu près une année, enfin 9 mois, entre 9 mois et un an, je ne me rappelle plus trop. Ce n'est pas des choses qu'on a envie de se rappeler. Très bien. Et effectivement, c'est ces séquences thérapeutiques différentes qui vont permettre de traiter chaque zone malade et d'obtenir la guérison. Oui. Quelle a été, par rapport à l'intervention chirurgicale, et on va introduire de ce fait la présentation du professeur Denost, quelles ont été vos inquiétudes, quelles ont été vos inquiétudes vis-à-vis de l'intervention chirurgicale sur le tube digestif? Ma plus grande inquiétude était d'avoir une stomie, de me retrouver, de me réveiller après l'anesthésie et d'avoir une poche. J'avais vu mon père qui avait ça et tout ce qui en découle au niveau isolement social, et ça m'avait beaucoup perturbée. C'est vrai que c'était mon angoisse de me retrouver avec une poche, une stomie que je n'ai pas eue, bien heureusement. J'imagine qu'avec le chirurgien, vous aviez bien sûr abordé ce risque. Tout à fait. Et mes angoisses aussi. Et il m'avait expliqué que je ne rentrais pas du tout dans ce cas, que ma tumeur était située assez haute, donc je n'allais pas avoir de poche, mais que le risque existait quand même, puisqu'il y a toujours un risque, et qu'il ne pouvait pas dire non, vous n'en aurez pas, quoi. Et votre papa, il avait eu une poche? Oui, il avait eu une poche. Pour un cancer du rectum? Pour un cancer du rectum, oui. Vous savez qu'aujourd'hui, l'enjeu d'éviter la poche et de préserver l'anus, de préserver même l'organe, fait partie aujourd'hui des objectifs que les chercheurs se sont donnés. Et je peux dire qu'en 2021, après plusieurs décennies de travail, on atteint peut-être cet objectif. Et on va voir ce que le docteur Denos va nous présenter. Il va nous montrer un petit peu le déroulement de la pensée dans cette perspective et ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel. Je vous en prie. Quentin. Oui,
Bonjour à tous à nouveau. Je pense que je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que vous venez Oui. de dire, madame, malgré tout, parce que s'il y a des internautes ou des patients qui nous regardent, qui peuvent avoir une poche, effectivement, quand on traite par chirurgie un cancer du rectum, la poche est là pour diminuer le risque de complications post-opératoires. Aujourd'hui, il y a deux philosophies. Il y a d'abord la préservation sphinctérienne, comme vient de le dire Denis, et même dans la préservation sphinctérienne, c'est-à-dire éviter la poche définitive, on arrive aujourd'hui, en individualisant notre traitement chirurgical, à mettre de moins en moins de stomie. Et puis après, il y a la préservation d'organes que je vais présenter. Mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui tout un accompagnement qui est fait notamment dans les centres qui traitent beaucoup de cancer du rectum, où la poche, on fait tout un travail pour que la stomie ou la poche, comme l'appellent les patients, soit acceptée et pour que leur qualité de vie soit tout à fait honorable. Et un grand nombre de patients travaillent aujourd'hui avec des stomies. Il y a 80 000 patients, je crois, stomisés en France. Et c'est important aussi de dramatiser un petit peu cette partie-là quand on discute avec nos patients, même si je sais que c'est pas facile. Non, je pense mais que moi, c'est important. ça s'est pas, c'était il y a 25-30 ans, voilà. c'était avant. Maintenant, Exactement. j'espère que les choses vont changer C'est pour ça que je me positivement. permettais de faire ce petit mot supplémentaire. Donc je vais commencer mon diaporama sur la préservation sphinctérienne, la préservation d'organes, pardon. Donc l'évolution, le titre exact, c'est l'évolution de la stratégie médico-chirurgicale vers la préservation d'organes. Et vous allez voir effectivement que c'est une véritable évolution, puisque si je pars de l'origine, à l'origine, il y a 30 ou 40 ans, la vraie problématique, c'était la récidive loco-régionale qui était présente chez 30% des patients. Il y a eu d'abord un progrès chirurgical très important qui a permis, grâce à une meilleure chirurgie, de diminuer ce risque de 30 à 15%. Et puis ensuite, on a eu les apports de la radiothérapie, de la chimiothérapie, puis de la radiochimiothérapie concomitante qui ont permis, dans les dernières études, de faire diminuer ce risque de récidive locale aux alentours des 5%. Et en fait, il est difficile de faire un topo sur la préservation d'organes sans revenir au premier papier de cette préservation d'organes. C'est l'équipe brésilienne d'Abrogama à Sao Paulo qui, fort de l'amélioration du traitement, ce qu'on appelle néoadjuvant, de radiochimiothérapie, s'est rendu compte qu'un certain nombre de patients répondaient excessivement bien et que certains avaient même une réponse complète, c'est-à-dire qu'il y avait une disparition complète de la tumeur après traitement. Et on voit qu'elle publie ce papier en 2004, qui avait 265 patients, qui avaient des petits cancers, T2, mais aussi des gros cancers, T4, de la partie distale du rectum, c'est-à-dire pas de sélection. Et on se rend compte que chez ces patients qui ont une préservation d'organes, il y a quand même 27% donc, de réponses complètes avec une récidive locale qui est simplement de 3%. Et ça va être confirmé ultérieurement par une équipe hollandaise, pareil, sans critères de sélection, c'est-à-dire des tumeurs du T2 au T4, cette fois-ci inclus entre 2004 et 2010. Et on va arriver à peu près sur les mêmes chiffres de préservation d'organes, mais cette équipe-là ne va pas retrouver les mêmes taux de récidive locale. Et cette approche-là, cette approche qui consiste à dire on va traiter le patient et puis on va adapter notre stratégie en fonction de la réponse, on va appeler ça une approche opportuniste. Cette approche opportuniste, elle est importante et le rationnel de cette approche-là, c'est le suivant. C'est d'un côté l'exérèse rectale, c'est-à-dire on enlève complètement le rectum et on va faire une suture entre soit le côlon, soit la partie basse du rectum ou l'anus, ou mettre une stomie définitive si on ne préserve pas le sphincter. Il y a des complications post-opératoires importantes, il y a des séquelles fonctionnelles, c'est-à-dire même si on préserve l'anus, on peut effectivement avoir des urgences pour aller à la selle, voire des incontinences, des fragmentations, le fait d'aller plusieurs fois d'affilée, qui peuvent altérer la qualité de vie. D'un autre côté, quand on n'opère pas le patient, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une réponse totale et on décide de le surveiller, la problématique, c'est celle de l'évaluation de la réponse tumorale et donc le risque oncologique potentiel que l'on prend. Et la validation de la préservation d'organes, elle est venue de deux études, une américaine à Gozog et une française, Gricard 2. Au-delà d'être française, elle est bordelaise. Elle a été menée par le professeur Éric Rullier. Et donc vous voyez que sur ces patients qui sont là, sélectionnés, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du T2 au gros T4, c'est T2, petit T3, donc des patients qui sont sélectionnés avec des tumeurs à un stade précoce, à qui on va proposer un traitement jusqu'alors on ne proposait pas, c'est une radiochimiothérapie, on va se rendre compte que chez ces patients, on a à peu près les mêmes taux de réponse complète aux alentours des 40%, et
YPT1, c'est-à-dire subcomplète, 20%. Dans les deux cas, on faisait une exérèse rectale, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas juste surveiller le patient, on allait enlever la cicatrice. Et vous voyez qu'au total, on pouvait préserver le rectum dans 60% des cas en cas de réponse complète ou subcomplète. Se pose quand même la question de cette évaluation. Pourquoi on est aujourd'hui obligé d'aller faire cette exérèse rectale? Et aujourd'hui, à partir de quelle approche on peut s'orienter vers une conservation d'organes? Vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a d'abord l'approche opportuniste, dont je vous parlais au début, l'approche sélective, où on sélectionne uniquement les patients avec un petit cancer. Et puis ensuite, dans la stratégie de préservation d'organes, il y a deux façons, il y a deux types de stratégies. Il y a ce qu'on appelle le watch and wait. Je l'ai laissé comme ça parce que quand on en parle avec les patients, on ne le traduit pas. Donc c'est vraiment, on suit le patient sans l'opérer, sans enlever la cicatrice. Et puis l'autre façon de faire, c'est de faire une petite exérèse locale de la cicatrice par les voies naturelles. Et la seule validation avec des essais randomisés, c'est suite à une approche sélective et à une exérèse locale, alors qu'à l'origine, je reviens sur mes slides du début, eh bien, on était sur une approche opportuniste avec du watch and wait. La validation de la préservation, l'exérèse locale, pourquoi? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la fiabilité et la reproductibilité des critères de réponse tumorale, eh bien, c'est un peu compliqué. Donc il y a l'évaluation clinique, bien sûr, il y a l'évaluation endoscopique, radiologique et métabolique. Si on revient sur l'évaluation clinique, eh bien, c'est à la fois le toucher rectal et l'endoscopie. On ne fait pas de biopsie, je le répète parce qu'un certain nombre de collègues nous envoient les patients avec des biopsies qui ont été réalisées. On ne fait pas de biopsie sur ces cicatrices. Il ne faut pas qu'il y ait d'induration nodulaire, pas d'ulcération, pas de bourgeonnement et une cicatrice blanchâtre, plus ou moins avec des télangiectasies. Et c'est vraiment l'expérience, soit du chirurgien, soit de l'endoscopique, qui permet la reproductibilité. Ensuite, il y a l'évaluation radiologique et on a ce fameux TRG. Le TRG, il est classé en 5 stades. Donc vous avez ici avant et après traitement. Le TRG1, c'est une réponse complète. Il n'y a pas de signal tumoral résiduel. Le TRG2, c'est cette fameuse réponse subcomplète qui peut correspondre en anatomopathologie à l'YPT1. C'est une réponse majoritairement fibreuse, mais il reste du signal tumoral résiduel. Le TRG3, c'est 50% de fibrose avec une réponse qu'on va considérer comme modérée. Le TRG4, c'est une réponse fibreuse minime. Et le TRG5, ce n'est pas de réponse du tout. Bien entendu, on adapte notre stratégie, notre décision thérapeutique en RCP en accord avec ce TRG. Et ça a bien entendu un impact sur le pronostic oncologique des patients. Alors, on parle de la réévaluation, mais après, on doit aussi parler de quand il faut réévaluer ces patients. Aujourd'hui, on a encore dans notre pratique une réévaluation à 4, 6 semaines, 8 semaines maximum après la radiochimiothérapie, quand nos collègues nous envoient les patients. Il ne faut pas se presser. Un patient qui a une bonne réponse tumorale, on va en parler après, il faut laisser le temps, puisqu'on sait que les rayons continuent à faire effet après la fin de la radiochimiothérapie. Et aujourd'hui, on est sur un concept un peu comme dans le carcinome épidermoïde de l'anus, où on peut se laisser jusqu'à 6 mois si on a une bonne réponse. Et donc c'est ce qu'on voit ici. On voit en plus que dans ce papier, pareil, de l'équipe brésilienne, qui est beaucoup plus récent, eh bien, en fonction du stade initial, le délai d'obtention d'une réponse complète varie. Si vous avez un T2 ou un petit T3, vous obtiendrez plus rapidement une réponse complète que si vous avez un gros T3 ou un T4. Vous voyez ici que si on attend après 22 semaines, eh bien, en 75% des cas, on a une réponse complète sans repousse tumorale. C'est important de le montrer parce que quand vous voyez ça, aujourd'hui, la décision thérapeutique, et même dans les essais dont je vous ai parlé, elle est prise à 8 semaines. Donc là, vous voyez qu'on est quasiment 3 fois plus loin. C'est très important de le signaler, parce que ça veut dire que les 60% de réponses complètes ou subcomplètes que l'on a dans nos 2 essais français et américains, si on avait pris en considération ce délai, probablement qu'on ne serait pas à 60, mais à 75 ou 80%. Alors, je vais juste vous démontrer aujourd'hui notre stratégie à nous, dans le centre médico-chirurgical Magellan au CHU de Bordeaux, en dehors des essais, puisqu'après YRICAR2, il y a eu YRICAR12, je vais en dire un mot après, et aujourd'hui, on n'a plus d'essais en cours. On fait une première évaluation à 8 semaines, clinique et radiologique, c'est-à-dire toucher rectal et IRM. On refait à 16 semaines en cas de bonne réponse. C'est-à-dire si à 8 semaines, on est TRG entre 1 et 3, c'est-à-dire plus de 50% de réponse, on a notre checkpoint, on est bon, on refait à 16 semaines, c'est-à-dire en gros, c'est 2 mois, 4 mois, et on refait ensuite, si on est un TRG 1-2, c'est-à-dire complet ou subcomplet, à 24 semaines, ce qui correspond aux 6 mois. Et cette fois-ci, on fait clinique, toucher rectal, radiologique, IRM et métabolique avec un TEP scanner pour s'assurer que les 3 évaluations
nous oriente vers une réponse complète. Si une des trois évaluations est discordante, à ce moment-là, on fait une exérèse locale. Bien entendu, si on a un TRG 4-5 initialement ou un manque d'évolution de la réponse tumorale à 16 semaines, à ce moment-là, c'est une exérèse rectale qui doit être réalisée et le patient doit être informé de cette stratégie. Alors, quelles sont les options pour les réponses subcomplètes? Si on a une réponse complète, c'est facile, on peut faire du watch and wait. En revanche, si on a une réponse subcomplète, quelles sont les options? La première option, c'est celle de l'exérèse locale. Là, je reviens rapidement sur le papier Grécard 2 qui a validé. Vous voyez qu'on avait 3 niveaux de sélectivité. Le premier niveau, c'était un stade précoce. Le deuxième niveau, c'était la réponse tumorale à l'IRM touché rectal. Et le troisième niveau, c'était la réponse anatomopathologique. Si le patient avait un YPT2, eh bien, on devait faire une exérèse rectale complémentaire. Au total, 60% de réponse complète ou subcomplète. Et cet essai a permis de dire que si on avait une réponse complète ou subcomplète, eh bien 100% des patients, dans ces cas-là, n'avaient pas d'envahissement ganglionnaire, ce qui était très important, et c'est la seule validation qu'on a pu avoir sur cette stratégie. En revanche, vous voyez que l'essai a été négatif. C'était un critère composite qui prenait en compte également la qualité de vie des patients. Et il a été tout simplement négatif parce que les patients qui avaient dû avoir une exérèse locale, mais qui ont dû avoir une résection rectale complémentaire, eh bien, eux, clairement, étaient les grands perdants de cette stratégie, puisqu'ils avaient une morbidité post-opératoire plus importante, et donc une altération de leur qualité de vie. En revanche, la dernière publication qui montre les résultats à long terme, eh bien, il n'y a aucune différence en termes de survie globale ou sans récidive à long terme, ce qui valide cette approche sélective de préservation d'organes. Comment éviter la TME complémentaire? La première chose, c'est en intensifiant le traitement. Vous voyez que maintenant, dans cet essai Grécard 12 qui est terminé, mais on n'a pas encore les résultats, eh bien, on rajoutait du folfirinox en induction. Et enfin, on s'est rendu compte que les patients qui étaient YPT2, c'est-à-dire avec une tumeur sans réponse subcomplète un peu plus grosse, à qui on faisait une TME complémentaire dans Grécard 2, eh bien là, si sur l'IRM initial, il n'y avait pas d'envahissement ganglionnaire, on ne les réopérait pas et on les surveillait. Et ainsi, ça nous permettait de diminuer le nombre de TME complémentaires et donc la morbidité post-opératoire. Ensuite, les deux autres possibilités, c'est la brachythérapie ou la contact thérapie, c'est-à-dire une augmentation en dose de la radiothérapie. J'en dis juste un mot rapide parce que c'est pas très déployé, mais on a aujourd'hui le professeur Vendrely dans notre centre qui utilise et qui met en place cette thérapie. Donc c'est important de le souligner. Vous voyez que la brachythérapie, c'est on délivre 100% de la dose jusqu'à 10 mm en profondeur. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un taux de réponse complète qui est plus important qu'en cas de radiothérapie externe. En revanche, si on associe radiothérapie externe et brachythérapie, eh bien, on fait encore mieux que la brachythérapie seule. Il faut être honnête aussi après. Aujourd'hui, les données qu'on a montrent qu'il y a des effets secondaires de rectite, de saignement, vous voyez, avec des saignements de grade 3 dans 24% des cas. La deuxième chose, c'est la radiothérapie de contact qui avait été développée par le professeur Papillon et reprise par Jean-Pierre Gérard, où là, on voit que la dose déposée en profondeur eh bien, diminue au fur et à mesure, comparativement à la brachythérapie. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans ces papiers, souvent, ce sont des patients âgés, qui ont 74 ans. Et ça, c'est un point qui est très important à souligner, puisque en 2010, 9% de nos patients de cancer du rectum avaient moins de 50 ans. Les prévisions pour 2030, c'est 24%. Ça veut dire qu'un patient sur 4 en 2030 qui a un cancer du rectum aura moins de 50 ans. Et donc, bien entendu, il faut prendre en considération ça quand on lit ces études, parce que ce qu'on attend à 45 ans, ce n'est pas forcément la même chose qu'à 74 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est les options pour la réponse subcomplète aujourd'hui. C'est le délai d'évaluation. Le délai d'évaluation, pour nous, c'est 22 à 24 semaines après la fin de la radiochimiothérapie. Bien entendu, avec des checkpoints à 8 et 16 semaines, ce qui est primordial. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut évaluer à 22 ou 24 semaines sans avoir fait d'évaluation intermédiaire, surtout pas. Une fois qu'on a cette évaluation avec une lésion qui fait moins de 3 cm, soit on est entre 2 et 3, on a moins de 2 cm, on peut faire une exérèse locale, soit on est en 2 et 3 cm, et là on peut faire une augmentation de dose locale avec soit une brachythérapie, soit une contact thérapie en fonction de l'infiltration en profondeur de la lésion, puisqu'on a vu que le dépôt de dose n'était pas le même entre les deux stratégies. Je
Je voudrais terminer en disant quand même qu'il y a un continuum, c'est-à-dire que là, je vous ai fait l'historique de l'origine à nos jours, et on a l'impression qu'il y a l'exérèse locale, il y a le watch and wait, que c'est des choses différentes. Non, aujourd'hui, il y a une continuité, c'est-à-dire que on a 2 essais qui viennent de paraître, qui n'avaient rien à voir, bien sûr, avec la préservation d'organes, mais on se rend compte que sur ces 2 essais, qui sont des essais d'intensification thérapeutique, l'un Prodige 23 avec de la chimiothérapie d'induction, l'autre Rapido avec de la chimiothérapie de consolidation, eh bien 28% des patients ont une réponse complète alors qu'ils avaient des grosses tumeurs. Et ça, c'est important. Ce matin, j'ai vu 4 patients en consultation du watch and wait. 2 d'entre eux étaient T4 initialement. Donc on les suit de près. Ils peuvent avoir une métastase à distance. On fait une radiofréquence, mais ce n'est pas le fait d'aller enlever le rectum qui va les prémunir de l'évolution à distance. Ensuite, la deuxième chose, c'est le watch and wait ou l'exérèse locale. Juste donner le temps à la radiothérapie, donner le temps au temps de faire son œuvre et d'aller vers la réponse complète. Si on a une réponse complète, eh bien, on fait du watch and wait. En revanche, si on a une réponse subcomplète, eh bien là, ça peut être l'exérèse locale ou ça peut être la brachythérapie ou la radiothérapie de contact. Ça, c'est notre expérience. Vous voyez en vert en bas, c'est l'évolution de notre taux de conservation d'organes dans notre centre. Entre 2015 et 2018, on était à 37% pour les cancers du bas rectum. Tout stade confondu. Si on devait regarder aujourd'hui 2019-2020, je sais qu'en 2020, on était quasiment à 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cancer sur 2 du bas rectum, chez nous, on le préserve. Voilà. Donc, si je devais conclure sur le cancer du rectum, l'évolution de la stratégie, c'est premièrement, une stratégie de préservation d'organes doit être pensée, réfléchie pour chaque patient. Et jamais on ne prend la décision la première fois qu'on voit le patient. On voit le patient, on le revoit, on discute avec lui des tenants et des aboutissants de cette stratégie. La deuxième chose, c'est que toute stratégie est évolutive et qu'elle est dépendante de la réponse tumorale, d'où la répétition de cette évaluation de la réponse tumorale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. Donc, quand tu parles de préservation, c'est préservation d'organes. Bien sûr. La préservation de l'anus, on a réglé ce problème depuis longtemps. En grande partie. Et en grande partie. Et là, on est dans la préservation d'organes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça a été permis par la collaboration médico-chirurgicale. Hein, la radiothérapie, la chimiothérapie, on voit bien que ça devient des piliers essentiels du traitement. Tout à fait. Il y a l'optimisation du traitement. Alors, on dit néoadjuvant, en fait, c'est du traitement médical, puisque si on n'opère plus derrière, le terme de néoadjuvant est peut-être un peu désuet, mais en tout cas, c'est une optimisation du traitement médical. Et ensuite, il y a aussi une collaboration avec les radiologues, voire même les médecins nucléaristes, puisqu'en fait, c'est l'évaluation de la réponse. Il y a l'optimisation du traitement, et ensuite, il y a l'évaluation de la réponse. Et aujourd'hui, là, il y a encore de gros progrès à faire sur l'évaluation de la réponse. Nous, on est dans un centre où on va faire 250 rectums par an, patients avec des cancers du rectum. Bien entendu, un radiologue qui va faire évaluer 10 cancers du rectum dans l'année, dans un plus petit centre, ça va être plus compliqué. Il va peut-être pas forcément passer le même temps dessus, il va peut-être pas forcément avoir les mêmes séquences, les mêmes coupes. Voilà, donc ça, c'est très important. Il y a des progrès à faire là-dessus. Donc, le radiologue intervient pleinement dans cette stratégie également. Donc oui, c'est médico-chirurgical complètement. Avec optimisation de la filière du début du traitement jusqu'au suivi. Exactement. Merci. Messieurs, des questions? Alors, j'ai une question pour les chercheurs, quand ils vont regarder des articles, même en une trentaine d'années jusqu'à maintenant, c'est la première phrase qu'on va voir, notamment pour le cancer du côlon, ou plutôt colorectal, c'est que la chirurgie reste l'option curative la plus importante, depuis toujours. Est-ce que cette réalité est vraie par rapport au traitement, la chimio et la radiothérapie? Celle-là, et aussi la deuxième question, j'ai 2 questions qui sont liées. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche que la chirurgie puisse augmenter les statistiques des personnes qui vont bénéficier d'un traitement? Est-ce que c'est l'emplacement de la tumeur ou il y a d'autres raisons? Alors, sur votre première question, il faut déjà différencier le cancer du côlon et le cancer du rectum. Puisque là, dans le cancer du côlon, on va pouvoir faire de la chimiothérapie, on ne fera pas de la radiothérapie ou de manière, on va dire, anecdotique, pour des lésions très particulières. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. Et c'est 2 choses différentes tout simplement parce que l'impact en termes de complications post-opératoires et de qualité de vie n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes opéré d'un cancer du côlon gauche et quand on vous enlève tout le rectum. En termes de capacité de se retenir pour aller aux toilettes, de qualité de vie, de reprise d'activité professionnelle, etc. Donc c'est 2 choses différentes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cancer du côlon, la chirurgie reste le traitement curatif
Et après, on peut discuter bien sûr des indications de chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante. Ensuite, pour le rectum, eh bien, on optimise le traitement pour essayer de le conserver au maximum. Et ensuite, pour votre seconde question que j'ai oubliée, c'est pour ça que je cherche votre seconde question. Est-ce que vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? Bien sûr, en fait, est-ce qu'on ne peut pas augmenter les statistiques, c'est-à-dire des personnes qui vont bénéficier de la chirurgie? Est-ce que c'est lié à c'est-à-dire la localisation de la tumeur? C'est ça ce qui empêche de faire plus de chirurgie pour améliorer Alors, c'est la récidive, par non, mais exemple. c'est ça. C'est pas que j'avais oublié, c'est que je l'avais pas très bien compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, C'est-à-dire tous les patients ne vont pas à la chirurgie. non, tous les patients ne vont pas à la chirurgie parce que ceux qui ont une réponse complète ou subcomplète, on évite de leur enlever le rectum. Mais on évite de leur enlever le rectum parce qu'on sait que de leur préserver, ça n'impacte pas leur survie sans récidive ou leur survie globale. Et en revanche, ça améliore leur qualité de vie parce qu'ils vivent encore avec leur rectum. C'est pour ça qu'on ne les opère pas. En revanche, après, des cancers que l'on n'opère pas parce qu'ils seraient trop évolués, c'est ça? Évoluer, on peut faire des métastases. Voilà. Oui, alors, il y a deux choses différentes. Les cancers qui sont non résécables localement, là on sort un peu du contexte de la préservation d'organes, qui est une intensification de traitement, peut-être un boost de radiothérapie, une amélioration de la chimiothérapie d'induction et de consolidation. Malgré tout, aujourd'hui, la résécabilité, on va quand même assez loin. On est un centre où, au-delà de la préservation d'organes, on fait aussi des pelvectomies étendues avec des résections sacrées, etc. Donc, c'est vraiment une partie infime de patients qui sont jugés comme non résécables. Ou alors, c'est qu'ils sont non opérables. Donc, c'est encore une autre question. C'est qu'au niveau anesthésiologique, on pense qu'ils ne peuvent pas subir cette chirurgie-là. Mais pour rester sur la préservation d'organes, c'est vraiment la réponse qui va nous dicter la suite de notre prise en charge. Alors, plutôt pour faire le lien que vraiment poser une question, mais aussi pour poser une question et en discuter, c'est vrai qu'on va parler après des altérations moléculaires, des classifications qui s'incluent maintenant dans la stratégie de la prise en charge des cancers métastatiques dont tu vas parler juste après, Denis. Est-ce que l'impact des formes moléculaires, de la classification moléculaire des cancers colorectaux qu'on connaît, et notamment les mutations RAS, BRAF, les MSI, est-ce que ça impacte justement ces stratégies de préservation d'organes ou la surveillance éventuellement après? Alors, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, ça ne l'impacte pas. Ça devrait l'impacter et on espère avoir même des marqueurs supplémentaires dans l'avenir pour pouvoir prédire ceux qui vont être bons ou mauvais répondeurs, puisqu'aujourd'hui, au final, on suit l'évolution, mais on n'a pas de critères prédictifs avant. Ça, c'est important. Et puis après, sur le MSI, on va avoir tendance rapidement à faire de l'immunothérapie. On sait qu'on a de très bonnes réponses, mais c'est souvent des patients jeunes et on va avoir du mal à garder un rectum en place chez un jeune en laissant une immunothérapie au long cours. C'est des situations qui, de toute façon, aujourd'hui, c'est du cas par cas, parce que c'est 3% de nos cancers du rectum, les MSI, et donc on n'a pas de réponse scientifique à apporter à ça. Mais aujourd'hui, d'expérience, les récidives locales ou les gros T4 que l'on a eu, parce que c'est souvent des jeunes, donc découverts à un stade avancé, eh bien, on fait l'immunothérapie, on voit qu'il y a une bonne réponse, on garde souvent un œdème important de la paroi rectale. Et donc on se dit on ne peut pas garder un jeune avec une paroi rectale épaissie comme ça. Ça ne donne pas les mêmes réponses que les patients qui ont eu chimio-radiochimiothérapie. Et donc aujourd'hui, on n'a pas franchi le pas de conserver des patients avec MSI et une réponse qui pouvait être jugée comme complète ou subcomplète. La réponse est beaucoup plus difficile à évaluer aujourd'hui. On n'a pas le recul nécessaire et pas le nombre de patients nécessaires pour avoir l'expertise avec 3% simplement des patients MSI. Bon, on voit l'importance du coup de cette prise en charge multidisciplinaire et du coup on va faire le lien avec la prise en charge médicale et qui s'inclut dans la stratégie globale de traitement des cancers colorectaux. Donc maintenant on va parler un peu plus des formes métastatiques et donc je te laisse la parole, Denis, pour nous expliquer un peu quelles sont les grandes stratégies de traitement du cancer colorectal. Merci. Donc je vous propose donc de passer en revue très rapidement les grandes stratégies de prise en charge des cancers colorectaux. Et dans un premier temps, on a parlé lors de la première session des cancers localisés. Et c'est vrai que c'est une situation qui est
aujourd'hui bien établie, avec un taux de guérison qui est environ de 75%, tout cancer confondu, avec des stades différents, les stades 3 et les stades 2, selon qu'il y a une extension ganglionnaire. Et on voit que pour les stades 2, on a 80% de succès, avec 80% de survie à 5 ans. Les stades 3, on a des résultats mitigés, entre 50 et 75%. Et ici aussi, on sait que depuis 30 ans, la chimiothérapie post-opératoire a considérablement transformé le pronostic. Et on obtient une augmentation de la survie d'environ 20 à 30% grâce à la chimiothérapie complémentaire. La biologie moléculaire aujourd'hui ne contribue que très peu à la prise de décision dans ces stades localisés, avec la notion du statut MSI seulement dans les stades 2 qui est pris en compte parce qu'on a découvert qu'il y avait une certaine résistance au 5-fluorouracil. En revanche, concernant les stades 3, ils sont pour l'instant traités de la même façon que les non-MSI, les MSS, mais bien entendu, des essais d'immunothérapie devront probablement se mettre en place rapidement. Et puis, peut-être pour la petite histoire, les mutations PI3 kinase sembleraient être extrêmement bien évoluées sous traitement par aspirine, comme le donnent les résultats de cohortes américaines, et ce sont des essais thérapeutiques aujourd'hui en cours, avec une absence de rechute lorsqu'on dispose d'un cancer qui a une mutation PI3 kinase dans les stades 2 notamment. Et puis, l'avancée thérapeutique qu'on attend tous, c'est la recherche de l'ADN tumoral circulant, qui serait hautement prédictif. Alors, l'ADN tumoral circulant pourrait être mesuré avant l'opération, après la chimiothérapie et pendant le suivi. Dans chaque cas, il y a une très forte significativité et un très fort impact sur la survie. Voilà où on en est dans le cancer colorectal localisé. Et puis, on va parler des formes métastatiques. Eh bien, pour l'instant, l'approche des formes métastatiques la plus efficace que l'on connaisse, c'est l'approche chirurgicale, avec cette notion de résécabilité qui est au centre de la discussion, puisque c'est la seule situation où on peut observer une guérison à long terme. C'est dès lors qu'on peut opérer. Et le cancer colorectal a une forte spécificité sur le fait qu'on peut envisager la résection des métastases hépatiques, parfois d'emblée, dans 10 à 20%, et parfois après réponse à la chimiothérapie. J'insiste beaucoup sur ce concept parce que c'est une spécificité du cancer colorectal. Dans les autres cancers, on n'a absolument pas la même approche. Donc la chirurgie doit faire partie de la discussion, d'où l'intérêt de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui va devoir établir la non-résécabilité, la résécabilité potentielle ou la résécabilité d'emblée. Et aujourd'hui, voilà ce que l'on observe, c'est qu'on va soumettre les patients à des traitements intensifs pour justement discuter la résécabilité. Tous les patients, bien entendu, ne deviennent pas résécables, mais ceux qui le deviennent vont avoir des survies très conséquentes et un taux de curabilité qui est d'environ 50%. Et c'est l'exemple même qu'on a vu tout à l'heure. Alors, la chirurgie, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui a bien progressé. Il n'y a pas que la chirurgie d'ailleurs, il y a des thérapies ablatives percutanées, la radiothérapie stéréotaxique, il y a même des approches d'intensification thérapeutique avec la chimiothérapie intra-artérielle, la chimioembolisation. Toutes ces approches-là constituent des réflexions et des stratégies complexes qui sont mises en place dans les centres experts pour obtenir un maximum de guérison de nos patients. Donc aujourd'hui, le cancer colorectal fait l'objet d'une vraie approche intensive dans la perspective d'une résécabilité. Vous allez me dire, mais certes, la plupart des gens n'ont pas forcément des métastases localisées. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut pousser le bouchon. Et on a des patients guéris qui avaient 10, 20, 30 métastases, parfois 2, 3, 10 métastases pulmonaires, etc., dès lors qu'il y a une forte sensibilité au traitement médical. Il y a entre le curatif et le palliatif, bien entendu, des objectifs qui sont radicalement différents, avec d'un côté cette intensification thérapeutique, mais de l'autre, le souhait de conserver une qualité de vie le plus longtemps dans cette maladie, dès lors que l'on sait qu'on ne sera pas en capacité d'obtenir la guérison. Et les objectifs là vont être plutôt la balance bénéfice-risque et les effets secondaires. Les avancées thérapeutiques les plus récentes et les progrès sont obtenus par des chimiothérapies mieux connues, l'avènement des thérapies ciblées et l'introduction et la collaboration avec le chirurgien.
parmi les thérapies ciblées, 2 principales sont utilisées depuis maintenant plus de 20 ans. Il s'agit des anti-angiogéniques qui sont désormais validés en première, en deuxième ligne, dans le maintien de l'efficacité du traitement et même en troisième ligne. Et puis, ceci a conduit donc à une amélioration de la survie globale dès lors que le patient pouvait être exposé à tous les médicaments. Et puis, plus récemment, les anti-EGFR, c'est la deuxième thérapie ciblée, ont été utilisées dès lors qu'on a su sélectionner les patients qui présentaient une résistance d'emblée aux anti-EGFR, qui sont les mutations RAS, avec environ 40 à 45% des patients qui sont mutés RAS et qui n'auront donc comme thérapie ciblée que les anti-angiogéniques. Les autres, dits wild type, vont pouvoir bénéficier aussi bien des anti-EGFR que des anti-angiogéniques. Et puis, il y a 8 à 10% de patients qui ont, dans leur forme métastatique, des mutations BRAF et qui vont pouvoir bénéficier en deuxième ligne de traitements anti-BRAF. Voilà donc à quoi ressemble l'algorithme thérapeutique, avec des séquences thérapeutiques qui sont aujourd'hui plus ou moins codifiées et un alignement de séquences qui vont conduire à des espérances de vie qui sont entre 30 et 50 mois selon les mutations. On voit que le statut MSI peut conduire à l'immunothérapie, le BRAF, la mutation BRAF peut conduire à un anti-BRAF, la notion de mutation RAS va contre-indiquer l'utilisation des anti-EGFR, la latéralité semble également influencer légèrement l'efficacité des thérapies ciblées, et puis vont être pris en compte les symptômes, les comorbidités. Plus récemment, ont été identifiées des différentes classes de cancers colorectaux et nous sommes juste au début de l'identification de ces strates qui vont présenter des mutations spécifiques et dont Simon va nous parler parce qu'il s'agit là de vraies pistes et d'espoir pour nos patients. Je vous remercie. Alors, merci Denis, effectivement. Moi, je vais évoquer un petit peu l'apport de la biologie moléculaire et de ce qu'on appelle le screening moléculaire dans la prise en charge des patients. Donc, le screening moléculaire, on en fait en routine sur quelques mutations et on fait aussi des screenings moléculaires un peu plus poussés qui peuvent être intégrés à la prise en charge des patients, surtout dans le cadre d'essais thérapeutiques pour le moment, mais également parfois dans des situations particulières de routine, comme on va le voir. Donc, ces différents progrès à la fois sur les stratégies, mais aussi sur la connaissance de la biologie du cancer et la connaissance de la biologie moléculaire et immunitaire du cancer, ont mené à une amélioration constante et progressive de la survie des patients. Donc même si on reste dans des prises en charge entre guillemets palliatives pour un certain nombre de patients, on voit que l'évolution de la survie est constante. On est passé de 8 mois il y a une trentaine d'années à 2,5 à 3 ans en 2020. Et les progrès qui ont vraiment accéléré ces choses-là, outre les questions stratégiques, c'est la biologie moléculaire et l'amélioration du ciblage moléculaire dans les cancers colorectaux. La stratégie thérapeutique actuelle donc, est basée essentiellement sur la mutation RAS que tu as évoquée, également la mutation BRAF qui permet d'orienter le patient, en plus de la chimiothérapie, vers une thérapie ciblée qui peut être soit des anti-angiogéniques, soit des anti-EGFR en fonction des mutations, et également des anti-BRAF qui ont été récemment validés, mais plutôt à partir de la deuxième ligne pour le moment. On a également les formes MSI qui ont accès maintenant à l'immunothérapie. Alors la médecine de précision, au-delà de ces quelques mutations qui doivent être maintenant recherchées en routine et faire partie du screening de base, la médecine de précision en oncologie, qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'est de se dire que finalement, la biologie du cancer à une proximité, quel que soit le type de cancer, et qu'on va analyser peut-être de la même façon tous les types de cancers. Alors vous allez voir que je vais mettre des petits bémols à ça, mais on peut analyser de la même façon tous les types de cancers en faisant un criblage de 500 gènes, voire de plus, voire du génome entier du cancer, ce vers quoi on s'oriente. Et en fonction de ce diagnostic moléculaire, on peut orienter après une discussion vers un traitement qui sera déterminé non pas forcément par la localisation du cancer primitif ou des métastases, mais plutôt par le type d'anomalie moléculaire qu'on retrouve. Alors, c'est très simplifié sur cette diapositive. En fait, c'est un long processus parce que, outre l'analyse du génome, qui est déjà une avancée technique importante, il y a toute une analyse bioinformatique pour savoir
quelle mutation peut avoir un impact, parce qu'on se retrouve avec des listes de mutations, quelle mutation peut avoir un impact réel ou est incidente, et quel ciblage, quelle cible peut être utile en pratique clinique. Donc, dans le cancer colorectal, ces approches de médecine personnalisée ont permis des progrès récents et qui sont quasiment immédiatement applicables. Je vais vous en citer deux. La première, c'est l'amplification de HER2. L'amplification de HER2, on connaît ça dans les cancers du sein depuis de nombreuses années, dans les cancers de l'estomac depuis quelques années, et on s'est aperçu qu'elle existait également dans les cancers colorectaux. Elle est rare, à peu près 4%. Elle est ciblable par les molécules qu'on connaît dans les autres pathologies, mais on s'est aperçu qu'en monothérapie, les anti-HER2 étaient inefficaces dans le côlon. Donc on voit bien qu'un cancer du côlon ne se traite finalement pas, même quand il y a une amplification HER2, comme un cancer du sein ou un cancer de l'estomac. Donc, ensuite sont arrivées des bithérapies anti-HER2 par les autres pathologies qu'on a testées également dans les cancers du côlon. On s'est aperçu que là, on avait un peu plus d'efficacité chez des patients qui avaient déjà reçu de nombreux traitements. On arrivait à obtenir une réponse thérapeutique dans à peu près 30% des cas. Et là, récemment, on a eu la communication d'une nouvelle molécule qui est à la fois anti-HER2, mais aussi couplée à une chimiothérapie, qui permet un réel bénéfice, même si ce n'est pas encore démontré dans des études comparatives, mais on voit que les survies sont très prolongées chez ces patients-là. Et donc, c'est clairement une voie d'optimisation à très court terme de la prise en charge des cancers du côlon, d'identifier cette nouvelle sous-population qui surexprime HER2. Donc des études sont encore en cours pour confirmer ça, mais on a un très net signal et ça peut être une cible qui est utilisable dès maintenant en pratique clinique, sous réserve de validation en RCP moléculaire, d'utilisation de molécules un peu hors essai dans des cas exceptionnels et après discussion au cas par cas. Donc c'est des choses qui peuvent déjà être mises en pratique. La deuxième chose, le deuxième exemple, c'est l'acquisition de mutations. Donc, c'est une évaluation cette fois-ci dynamique, c'est-à-dire que les anti-EGFR font partie des traitements pour les patients qui n'ont pas de mutation RAS, mais on sait que chez un certain nombre de patients, des mutations RAS apparaissent. Donc là, on voit des études récemment communiquées qui montrent que plus l'anti-EGFR est utilisé tardivement, plus on a une importance de ces mutations RAS qui apparaissent et qui vont entraîner, ou d'ailleurs d'autres mutations qui vont entraîner une résistance à ces traitements. Et donc maintenant, on a développé en médecine personnalisée également la personnalisation dynamique, c'est-à-dire qu'on fait des screenings moléculaires de manière dynamique. Et pour éviter de rebiopsier à chaque fois le patient, on a développé des techniques par une simple prise de sang pour capter en fait l'ADN circulant de la tumeur qui permet de faire ces caractérisations de manière dynamique et de détecter l'émergence de nouvelles mutations. Donc ça aussi, c'est des choses qui s'utilisent en pratique pour pouvoir éventuellement réutiliser des molécules qu'on a déjà utilisées ou pas si on observe des mutations de résistance. L'impact du screening moléculaire en pratique, on voit qu'en termes de nombre de patients, plus on progresse dans les capacités de séquençage, on arrive maintenant à des techniques qu'on appelle les techniques de NGS, Next Generation Sequencing, qui permettent de séquencer plein de gènes. On en séquence en routine plus de 500. Ça permet d'avoir un impact dans la prise en charge du patient, c'est-à-dire en termes de nombre de patients traités par des thérapies ciblées en fonction de ces résultats. L'étape suivante, c'est la dernière, c'est le séquençage du génome complet de la tumeur, qui pour l'instant est encore un peu coûteux et long, mais vous voyez que se développent des machines qui, en 2 heures, pour les dernières générations de machines, donnent le séquençage complet de la tumeur. Donc l'impact, toute tumeur confondue, a été un peu étudié de ces stratégies en fonction de la cible, dans un essai ici qui s'appelle Moscato 1, où on voyait qu'un essai français mené par Gustave Roussy, on voyait que ça semblait chez une partie des patients, mais pas tous, permettre une augmentation de survie et certaines réponses. Et dans un autre essai, qui était à peu près l'équivalent, où on voyait que finalement, oui, ça permet d'être des survies assez prolongées chez les patients qui bénéficiaient de cette stratégie, mais au final, seulement 7%, alors que tous rentraient dans ce programme de screening, seulement 7% bénéficiaient d'un traitement ciblé. Voilà, donc là, c'était la survie chez les patients qui bénéficiaient de ce traitement ciblé assez prolongé, mais uniquement 7% de tout patient. Et puis, c'était toute tumeur confondue. Alors, quelles sont les causes d'échec ? Les échecs sont fréquents, alors parce que, pour l'illustrer, 9 médicaments sur 10 qui vont être testés en phase 1 vont échouer au cours de leur développement, 10% en phase 1 de développement, à peu près 50% en phase 2 et un tiers au niveau de la phase 3. Alors les causes, la principale cause, et je l'ai déjà évoqué, c'est que finalement tous les cancers ne sont pas les mêmes.
une présentation à l'ASCO il y a quelques années distinguait les cancers stupides et les cancers intelligents. Les cancers stupides, c'est les cancers qui ont une seule mutation dominante et il suffit de la cibler pour avoir une efficacité. Les cancers intelligents sont des cancers qui vont créer tout un tas de mutations et plein de voies de signalisation qui vont permettre de se compenser si on en cible. Et donc, chez ces patients-là, il faut cibler plusieurs mutations et le ciblage d'une seule de ces mutations ne fonctionne pas. Donc là, vous avez l'exemple de la leucémie lymphoïde chronique qui est un cancer stupide. D'une seule mutation, on la cible, ça marche. Le cancer du poumon, il faut savoir que pour 3 cigarettes fumées, il y a une mutation qui apparaît. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la thérapie ciblée ne marche pas. Dans certains cas, elle ne peut pas être un médicament. On développe une super molécule, ça marche vachement bien en préclinique et au moment de développer en clinique, on s'aperçoit qu'on ne peut pas la mettre dans un excipient utilisable, hein, c'est arrivé. Elle n'est pas utilisée correctement, pas à la bonne dose, pas bien développée. Dans le mauvais cancer, on vient de le voir, où on en demande tout simplement trop. Il ne faut pas oublier qu'il y a des traitements standards et que le traitement ciblé, ce n'est pas la panacée et ça ne permet pas de répondre à toute la question. Donc, quand on demande à une thérapie ciblée de remplacer le traitement standard, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a comme option en traitement standard avant de se poser la question de la thérapie ciblée plus ou moins expérimentale pour le moment. Pour conclure, je vais finir par une discussion sur cet essai qui va venir, finalement, pour essayer de déterminer quel est l'impact de ce screening moléculaire dans la prise en charge, cette fois-ci spécifique du cancer colorectal métastatique, avec un essai qu'on mène actuellement à l'Institut Bergonié, qui finalement s'intéresse justement au suivi dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? On randomise les patients entre des patients qui vont être suivis de manière tout à fait standard et des patients qui vont être suivis en plus par un prélèvement d'ADN tumoral circulant tous les 2 mois. On fait des réunions de concertation pluridisciplinaire avec les résultats à chaque fois tous les 2 mois et on voit si ça a un impact, avec l'objectif étant de voir s'il y a un impact sur la survie par rapport à une prise en charge standard. Je vous remercie de votre attention. Je reviens à la notion de cancer stupide, cancer intelligent, que je trouve très intéressant et ça m'a tout de suite interpellé, notamment pour la mutation RAS, c'est-à-dire en se basant sur des modèles animaux. C'est-à-dire la mutation en RAS, si elle arrive au niveau des poumons, on a un cancer du poumon tout de suite. Par contre, quand il y a cette mutation dans le cancer du côlon, elle est insuffisante pour déclencher un cancer. Il faut voir une autre mutation. Est-ce que chez les patients, quand vous avez fait ces screenings, vous avez déjà rencontré un patient qui a su uniquement la mutation RAS dans le côlon? Ça serait intéressant de... Voilà, il y a des exceptions, il y a des choses qui vont favoriser. Généralement, le cancer du côlon, il doit s'accompagner avec une autre mutation, comme PC53, des choses comme ça. Alors, effectivement, c'est très rare qu'il n'y ait que la mutation de RAS. Il y a des mutations qui sont très fréquentes dans les cancers du côlon, notamment TP53, qui est quasiment systématique, multi-YH. Donc, on retrouve très rarement que la mutation RAS. Et c'est ce qui fait la complexité, c'est qu'il y a plein de voies de signalisation, comme je le disais. Et puis, en plus, quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est le micro-environnement immunitaire, on parlera un petit peu plus tard, qui impacte en plus de ces voies de signalisation. C'est-à-dire que un cancer, ce n'est pas que des voies de signalisation, c'est tout un micro-environnement. L'idée, c'est qu'est-ce qui conditionne? Pourquoi uniquement la mutation RAS dans les poumons va faire un cancer et pas dans le côlon? C'est-à-dire le côlon, il y a d'autres choses qui l'empêchent ou qui éliminent tout de suite cette mutation. En fait, mais elle est présente, mais il ne va pas intégrer les effets de cette mutation, par exemple. Donc c'est une question ouverte. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est pas les mêmes stimuli qui vont induire les mutations. Donc les mutations ne vont pas se mettre dans le même ordre. Tu parles de la mutation RAS. Alors moi, je vais citer un exemple que je connais plus précisément, notamment dans le cancer du pancréas. Elle est quasi systématique et on la trouve dans des lésions précancéreuses. Dans les cancers du côlon, elle est beaucoup plus tardive et va succéder toute une cascade de mutations. Donc c'est pas les mêmes séquences de mutations. Et c'est ce qui fait qu'elles n'ont pas le même impact. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions, messieurs? La biologie moléculaire, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ton étude, est-ce que tu changes la thérapie? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut orienter le traitement dès la première ligne grâce à la biologie moléculaire? Dans l'étude, on prend en charge le patient comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a une recommandation de la RCP moléculaire en fonction du résultat. On peut choisir de la suivre ou pas en fonction de la situation. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, c'est comme un outil supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose qui doit écraser tout le reste de la prise en charge, évidemment. Et c'est un outil supplémentaire qui peut, dans certains cas,
peut-être être utile, mais dans certains cas ne va pas apporter grand-chose. Et ce que je disais, il ne faut pas oublier les prises en charge standards et la globalité de la stratégie, la résécabilité, comme tu l'as bien dit, l'objectif thérapeutique. Et donc c'est un outil, mais ce n'est pas que ça qui va guider le traitement, et ce n'est pas un ordinateur et un bioinformaticien qui vont nous dire il faut utiliser cette molécule. Si on fait ça, on va dans le mur parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. On voit bien effectivement la complexité du cancer colorectal et la nécessité aujourd'hui de continuer à chercher et à travailler. Hein. On n'est pas du tout dans le même cas de figure que le cancer du poumon, par exemple, où on a des mutations activables et des situations qui aujourd'hui sont assez bien réglées. Nous, on observe, on plafonne là depuis une dizaine d'années dans le cancer colorectal et en dehors du statut MSI dont on va parler prochainement, on n'observe pas quand même de bénéfices au screening moléculaire aujourd'hui. Donc on est encore dans le domaine de la recherche. Je crois qu'il faut absolument inciter nos collègues à inclure les patients dans des essais thérapeutiques et à faire du screening qui n'est pas aujourd'hui, on va dire, inscrit dans la routine, hein, qui fait encore l'objet de recherche. Merci beaucoup. On va donc clôturer cette table ronde et puis on vous dit à très bientôt la semaine prochaine pour la suite.